salut tout le monde, bienvenue à Ma Parole, série éliminatoire. C'est notre... On est dans le détail. Ben ça, c'était la façon de mon père. Oui. Et donc, de mon enfance. Là, tu allais dire encore que je suis un vieux. Non, je t'ai laissé le faire. Bon, alors, tu vois, je suis rendu même soupe au lait un peu. Ça commence très bien. Je veux juste dire que ça commence bien. Oui, tu as vu comment je le connais. Mais non, mais mon père puis mon grand-père disaient « Ah, on rentre dans le détail ». Mais ça vient de où, ça? Connaissais-tu cette expression-là? Non, pas du tout. On rentre dans le détail. Je sais pas, dans le genre, on détaille pour séparer une équipe par rapport à une autre. J'imagine que c'était une espèce d'expression consacrée. Et c'était même pas du franglais, parce qu'on n'utilisait pas de « detail » en anglais. Donc, c'est notre thématique, série éliminatoire. Mais on va vous faire grâce des prédictions, on va vous faire grâce de qui devrait y être ou pas y être. C'est peine perdue, parce que de toute façon, on n'a aucun contrôle là-dessus. Ma boule de cristal est brisée. Mais je vous lance sur ceci, un phénomène que tu as certainement vécu, Andréane, toi qui as couvert le hockey, que Marc vit à chaque année et que je vis à chaque année. La saison se termine, on laisse passer une semaine ou deux, on va jouer au golf, dans un tournoi où on va jouer au golf, ou tu vas au dépanneur, ou tu vas faire ton épicerie. Quelqu'un t'aborde, la plupart du temps très gentiment. Quelle est la question qu'on te pose le 9 juillet? Puis, Canadien, vas-tu faire les séries? Sur ce ton-là, en plus, c'est vrai. Voilà pourquoi nous avons décidé de débattre là-dessus. La raison est là, c'est là la source. Non, mais c'est vrai. Tu ne te fais pas poser cette question-là en plein milieu de l'été? Ben oui, moi c'est surtout puis le Canadien à soir. Oui, là, c'est toujours vrai. 5-2. À 5-2, c'est que tu dis pas qui gagne, qui perd, puis tu continues ton chemin dans l'allée. Ça, normalement, ça les satisfait. Mais ouais, c'est vrai que les séries, ça intrigue les gens. Ah oui, tout le temps. Mais en plein milieu de l'été, en plein milieu de l'année, en plein milieu de l'automne, en plein milieu de n'importe quelle saison, puis on va-tu faire les séries, puis le Canadien va-tu faire les séries? Tout le temps. Tout le temps. Alors, il y a un volet amusant, comme on vient de le faire, à tout ça, et c'est très correct qu'on se fasse poser cette question-là. Il y a un volet sérieux aussi qui nous montre à quel point la Ligue nationale de hockey a créé son format de saison et son format de dénouement, et du grand dénouement ultime, en nous rendant presque obsédés par cette notion de séries éliminatoires. Ça veut dire une chose très sérieuse, c'est qu'avant même le premier de 82 matchs, tu sais très bien que l'important, c'est d'y être le lendemain matin du 82e et non pas la veille du premier. Non, mais c'est vrai. Oui, puis moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que dans le concept instauré par la Ligue nationale de hockey, tu as très peu d'avantages d'une grande saison régulière. Mis à part mettre la main sur le trophée des présidents ou le trophée du président, je ne sais plus trop comment il s'appelle, le compteur est à 0. Il n'y a aucune victoire. Moi, ce que j'apprécie, puis là, je vais peut-être devancer ta prochaine question, mais le format, pour moi, là, le traditionnaliste en moi ne veut pas que cette Coupe cette année-là se gagne avec moins ou plus que 16 victoires. Parce que pour moi, c'est mythique. Le 16 représente la mathématique parfaite des équipes qui se qualifient pour les séries éliminatoires et du nombre de victoires nécessaires pour remporter le trophée que plusieurs, même dans d'autres sports, vont qualifier de plus difficile à remporter dans les séries. Fait que ça, c'est mon côté, j'en ai des frissons. C'est pas des farces, j'ai des frissons à en parler, je n'ai jamais touché. Et si j'y touche aujourd'hui un jour, ce serait comme dirigeant, puis j'y toucherai pas si je le remporte pas. Alors pour moi, ce trophée-là a une signification qui serait diminuée si on changeait cette formule-là des 16 victoires pour le remporter. Moi, le plus proche que je suis passé, évidemment, c'est de décrire les séries éliminatoires du premier match jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Je peux comprendre ce que tu dis. Puis toi, Andréane, évidemment, tu as couvert la Ligue nationale, mais toi aussi, tu es beaucoup NFL maintenant. Oui. Et la NFL a son format, sa route mais vers un match ultime, pas vers une série ultime. Non, absolument pas. Un match, t'es encore là. Un match, t'es plus là. Et moi, j'adore cette formule-là. Ah ouais, hein? J'adore cette formule-là parce que je trouve que ça crée un engouement qui est phénoménal. C'est sûr que là, le football, le hockey, les disciplines sont différentes, puis c'est tellement demandant physiquement, là, le football. Là, je ne veux pas dire que le hockey, c'est pas demandant, mais on s'entend que c'est pas la même chose. Jouer une série 4-7, puis en jouer une autre, puis une autre, puis une autre, ça serait impossible. Mais moi, j'aime beaucoup la mort subite. J'ai pas de cœur. J'ai pas de cœur. Mais là, tu parles pas de la bière. Non, ça sera plus
trop fort pour moi. Mais j'aime le March Madness. J'aime avoir un paquet d'équipes là, au départ, puis que là, ça se joue un match. Imaginez, là, tu m'aimeras pas, mais imaginez si on faisait ça dans la LNH. Toutes les équipes sont là, un match, on avance, on n'est plus là, on avance. Il y aurait des surprises, il y aurait des coups d'éclat, puis après ça, ben, on verrait comment ça se passerait. Ça serait très, très, très différent, mais moi, j'aime cette formule-là. Ça, c'est intéressant. Donc, le format de la fraction, hein, donc, et des deux groupes qui s'affrontent. Tu as aussi le tournoi à la ronde. Qui est intéressant aussi. Comme le championnat du monde, par exemple, Marc. Tu as participé au championnat du monde. Oui, mais pour moi... Tu sais, ce que j'apprécie dans le format actuel, puis là encore là, je ne veux pas le défendre à tout prix parce que je verrais très bien les équipes 7 à 10 tenter de se qualifier à nouveau après une saison régulière où on pourrait peut-être soustraire quelques matchs pour des matchs supplémentaires qui seraient très payants au niveau des droits de télévision ou encore dans les amphithéâtres lorsqu'on aura le droit d'y retourner. Mais en même temps, pour moi, on enlèverait l'engouement de la période des transactions parce que si les 32 équipes sont là, ben, il n'y a plus de période de transaction. C'est sûr que ça change la façon de faire. On gère le plafond salarial différemment. On enlèverait une multitude de facteurs qui, pour moi, perdraient leur importance. Là où, cependant, je trouve que dans la Ligue nationale de hockey, on a peut-être dilué le produit. Regardez à quel point on célèbre les équipes participantes au Super Bowl. Regardez à quel point on célèbre les équipes qui se présentent à la finale de la Coupe des champions, de la Ligue des champions, au soccer, au football européen, parce que on est content de participer à un match. Alors que dans la Ligue nationale de hockey, on célèbre le champion de la Coupe cette année, point à la ligne. Alors, il y a quelque chose que je comprends là-dedans. Au soccer, ce sont des séries de 2 matchs. Mais la grande finale, ce n'est qu'un seul match. Et c'est pas le seul sport où on le fait. Alors, j'essaie de pas parler des deux côtés de la bouche, mais il y a quelque chose que je veux conserver dans la Ligue nationale. Bon, eh bien, puisque c'est mon autre côté, c'est mon autre vie, le côté marketing, le côté financier, bien sûr, la Ligue nationale de hockey, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, tire ses revenus principalement du guichet, c'est-à-dire du box-office, bien que les droits de télévision sont plus payants maintenant qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 25 ans, ils le seront davantage. On est loin de la NFL. Hein? On est très loin de la NFL, qui peut jouer une saison sans personne dans les gradins, puis il n'y a pas de problème parce que les droits de télé font le travail. Les dépenses absolument. sont payées, là. C'est réglé. Là. La NFL t'a pas vendu un billet, puis tu as déjà tout couvert ton plafond salarial. Ouais. Tout va bien. Et tes entraîneurs et tout ça. Sauf que la Ligue nationale va toujours répondre, il faut qu'on ait de la fréquence, il faut qu'on ait du volume dans l'amphithéâtre. Et c'est pour ça, Marc, que tu l'as effleuré. Moi, je jongle avec cette idée-là depuis très longtemps. Et c'est le baseball majeur qui nous a influencés là-dessus. Et je vais vous donner une anecdote tout de suite pour encore donner plus de poids à ce dont je vais vous parler. Ouais. C'est Bob Gainey. On était à Calgary un soir et on regardait les matchs sans lendemain du baseball majeur. Tu sais, pour départager exactement les équipes repêchées ou le wild card, comme tu dis, Andréane. Et Bob regardait ça, puis tu sais, c'est pas le plus verbomoteur, hein? Puis il regardait ça avec sa grosse voix, puis il dit « Pierre, qu'est-ce que tu en penses si on faisait ça avec le hockey? » Ah, c'est intéressant, Bob. Je dis « On s'assoit, mais on commence à griffonner. » J'ai griffonné quelque chose. OK, j'aime ça. Bon. C'est sur une napkin, bien sûr. Non, regarde. Non, je suis pas un coach. C'est sur une vraie feuille, regarde. Et à partir, non pas de la saison dernière, certainement pas à partir de cette saison, à partir de la saison 2018-2019, qui est la dernière saison complète dans la Ligue nationale. Ouais. Si on prend le principe de Bob Gainey, on pourrait donner un accès direct aux 3 premières équipes de chaque section. Il faut donner un enjeu majeur, principal même, pour au moins bien se classer dans sa section. Ce que j'aime là-dedans, c'est que s'il y a différents niveaux de talent dans une section, ben, tu es là au mérite, et donc tu dois avoir un biais. Mais si on... Et là, on les classe de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si on prenait le même principe d'équipe repêchée, de 7 à 10, on fait un tournoi, un match, comme thème, ta formule, pas de lendemain, 7 contre 10, 8 contre 9, et les gagnants passent par la suite. Ça prendrait 3 ou 4 jours. Ça permettrait à la Ligue nationale d'avoir un grand auditoire national ou de rechercher un grand auditoire national. Ce qui fait que si on regarde, et je mets mes lunettes, si on regarde il y a 2 ans, Tampa, Boston et Toronto auraient accédé. Washington, les Islanders et les Pingouins. Nashville, Winnipeg, Saint-Louis. Calgary, San Jose et Vegas. Dans l'Est, Caroline aurait accès
à ce tournoi comme 7e, 8e Columbus, 9e Montréal. Le Canadien avait terminé avec 96 points cette année-là. 2 de moins seulement que Columbus et Floride à 86. Dallas, Colorado, Arizona et Chicago se seraient qualifiés pour ce mini-tournoi. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce serait injuste? Non, moi j'achète. J'achète parce qu'on vient trouver le juste milieu. Puis je suis contente que tu aies parlé de cet exemple-là parce que je voulais l'amener en disant ça serait mon petit côté mort subite. Là. Et imaginez, non, mais imaginez les audiences, là, l'auditoire pour ces matchs-là à la télé, ça serait extraordinaire. Puis après ça, on a le tournoi à la ronde. Puis là, on verra si on garde des 4 de 7 ou si on fait des 3 de 5. Là, j'aimerais m'adresser aux joueurs de la Ligue nationale. Si tu as ce défi-là, toi, comme gardien de but. Ben, le défi, comme athlète, de jouer des matchs où l'enjeu est encore plus grand, je le salue et je vous dirais qu'on l'embrasse comme athlète. On a le désir de jouer ces matchs où il y a un grand enjeu. Des matchs qui ne veulent rien dire, surtout quand on est en deuxième moitié de carrière là, professionnelle, le moins possible. Je pense qu'on a besoin des entraînements et du repos beaucoup plus que de jouer des matchs qui ne veulent rien dire. Alors ça, je le salue. Pour revenir au point où, parce que les tourniquets gèrent les portefeuilles des propriétaires, j'adore la proposition de 7 contre 10, mais le match, pour assouvir tes désirs d'un match de mort subite, on ne favorise que 2 équipes par année par conférence. Je comprends. Pour un seul match. Alors, est-ce que les revenus vont vraiment être au rendez-vous? À moins qu'on me dise qu'on vend ce match-là à la télévision beaucoup plus cher, j'achète le concept. Mais à la base, quand on se fie au tourniquet pour payer les dépenses dans la Ligue nationale de hockey, je suis peut-être un petit peu moins d'accord. Peut-être que ça pourrait être une courte série, mais j'en démarre pas. Ça prend 4 séries, 4 de 7. OK, mais je te les laisse. C'est dans la nature du hockey. Mais je vais t'apporter un dernier argument, Andréane et Marc, c'est que tu pourrais probablement donner une petite fenêtre, un goût des séries éliminatoires à des équipes qui, traditionnellement, même si elles ont des meilleures saisons qu'espérées, sont juste une coche en dessous. Absolument. Arizona, Floride et compagnie. Regarde, elles sont là, les équipes, en faisant ce travail-là. Tu pourrais au moins donner le goût de temps en temps, même si tu dis, en principe, au classement, le mérite est moins évident. Alors, et en même temps, avec une nouvelle équipe qui porte la Ligue nationale à 32, 20 sur 32, pour un soir, tu en élimines 4, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas y arriver? De cet angle-là, le concept, je l'adore. Okay. Parce qu'on implique 4 équipes supplémentaires. Et c'est qu'on vient occuper, puis ça, c'est important pour la Ligue nationale de hockey, je vais terminer là-dessus. On occupe chacune des soirées. Ces matchs-là peuvent être... C'est parfait. Et c'est voilà, ce que la Ligue nationale de hockey veut pour créer l'engouement. Tous les soirs, et voilà. Bon, ce que la NFL aimerait faire, mais ne peut faire. Oui, c'est J'aime le hockey. Je trouve qu'il y a trop de consensus autour de cette table. On se chicane pas tant que ça, dans le fond. Ben, je peux m'en occuper si vous voulez. Non, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. On va peut-être se chicaner dans le prochain bloc. Je vous demande en une idée rapide. Premier réflexe, série éliminatoire pour toi personnellement, Andréane. Ça veut dire quoi? Tout de suite, là. Les séries éliminatoires, ça veut dire c'est l'effervescence. Pour moi, c'est le mot, là, séries éliminatoires égale effervescence, surtout quand le Canadien est là, évidemment, parce que là, on dirait que tout le Québec se range derrière l'équipe. Même ceux qui prennent pas pour le Canadien aiment l'effervescence des séries, ne serait-ce que pour chialer contre le Canadien. Non, mais c'est vrai. Pour faire partie de la conversation Puis, de lundi. tu vis ça comment? Seul chez vous, en gang? En temps normal, au resto? En temps normal, en gang, le plus possible. Au resto-bar, disons. Mais en gang avec du monde qui regarde le match. OK, on commence pas à jaser de la famille, du beau-frère, puis du cousin. Non. Sinon, aller ailleurs. Mais ouais, en gang, ça, moi, j'aime vraiment beaucoup ça. OK. Marc? C'est l'ivresse qu'un championnat apporte. Je l'ai vécu jamais pour la Coupe Stanley, mais que ce soit la Coupe Calder au niveau junior, au niveau international. On ne se tanne jamais, et même qu'on a un appétit grandissant pour l'ivresse d'un championnat. Je pensais que pour moi, c'était important d'amener l'angle de l'athlète, de celui qui est sur la plus grande scène à un moment précis. On a l'impression que tous les yeux de la planète sont rivés vers nous, même si on est à Riga ou en République tchèque pour le championnat du monde. L'ivresse qu'un championnat apporte. Je n'ai jamais remporté un championnat sans heures non plus. Il y a de l'adversité, il y a des défis, il y a des combats. Il y a toujours quelqu'un à qui on pense, qui nous regarde d'en haut ou qui aimerait être avec nous et pour qui on a donné l'effort supplémentaire. L'ivresse d'un championnat, pour moi, ça a un attrait qui est incroyable et c'est sûrement pour ça que ça crée cette effervescence. Est-ce que c'est l'ultime occasion d'esprit d'équipe? Ben oui. La réponse, c'est oui. À l'intérieur d'une bague que je ne porte pas, mais de championnat que j'ai eu, c'est « Win today, walk together forever ».
À tout moment, peu importe que je croise un membre de l'équipe nationale canadienne junior, on a joué ensemble quand on avait 19 ans. C'est le cas avec Joe Thornton encore aujourd'hui. Pourtant, on n'est pas des amis, on ne soupe pas ensemble. Mais si on se croise, Mike Babcock, qui en a bien d'autres choses à faire que de Marc Denis, ben, si on se croise, on a ce lien-là qui nous unira Ça, c'est à extraordinaire. la vie à la mort. Ben moi, ça me rappelle le 1205 rue Champlain. Hein? La maison d'enfance, la maison familiale. oui. Ça me rappelle le petit téléviseur noir et blanc qu'on avait dans la cuisine. Parce qu'il fallait surtout pas aller dans le salon pour regarder la télévision. Il fallait faire ça dans la cuisine. Un petit téléviseur noir et blanc et la roulette pour changer les postes. Tac, 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 Ah tac. oui, c'était tu peux le dire, c'était à mon époque. Non, c'est beau. La Je te roulette laisse. pour Tu le tourner fais les très postes. bien aujourd'hui, d'ailleurs. Elle était brisée et mon père avait dit, c'est pas grave. On avait pris une paire de pinces, puis on tournait, Ah, ben oui. on Ben tournait oui. le petit truc avec Oui, des pinces. des vice grips, parce qu'elle restait là, c'est ça? C'est ça. Et puis, Joanne, Paul et moi, et mon père, mais surtout les 3 enfants, on avait compris que, parce que, tu sais, il y a un côté plat et un côté rond dans le manche qu'on tournait, là. On savait que si on mettait le côté plat à 2 heures, là, on était au canal 2. Puis si on le mettait en bas, on était au canal 6, pour canal 10, pour canal 12. Je veux juste dire, pour les plus jeunes qui nous regardent et nous écoutent, là, il va y avoir un tutoriel au bas de l'écran pour tout ça, si vous ne comprenez pas. Inquiétez-vous, on va l'expliquer. Merci, Marc. Tu es toujours aussi gentil. Tu nous as donné une jambette avant de sortir. Alors donc, moi, ça me rappelle ça. Et ça me rappelle évidemment mon père qui nous a initiés à ça. Ma sœur devait se coucher un peu plus de bonne heure. Elle était un peu moins hockey à ces époques-là. Mais moi, le moment que j'ai en tête, c'est 1971. Wow. 1971, où ça a été pour moi le premier vrai coup de cœur que j'ai eu pour les séries éliminatoires. Et je l'avoue, c'est là où mon allégeance est partie des Maple Leafs de Toronto. Une allégeance d'enfant. Là. Pardon? Oui, quoi? Oui, attendez, je vais vous montrer une photo tantôt, vous allez voir. Et là, j'ai craqué pour le Canadien de Montréal comme jeune partisan. 71, j'avais pas encore 14 ans, j'avais 13 ans, donc ado, pré-ado. Mais, alors que la rivalité canadien-Boston, canadien-Chicago existait très fort, il y avait la rivalité entre Pierre et Paul aussi. Oh. Oh, Notre invité à notre thématique de ce spécial Ma Parole, séries éliminatoires. En série. On est en série. On est oui, en ben série. Mon frère, Fern, le gardien des Boys, Oui! le communicateur de 45 ans, il est là avec nous présentement. Et regardez quel chandail il a tenu à porter. ben Superbe. oui. Et le sourire avec le chandail. Et c'est même pas un chandail, Paul, d'une boutique, là. Non, c'est un chandail. D'abord, bonjour tout le monde. Salut, Paul. Moi, ce chandail-là, je vous le dis, sans aucun complexe, je l'ai payé 400 $ américains. Oh. C'est mon chandail Jonathan Toews, mon capitaine, Captain Sirius. Et regardez le bel emblème que je porte. J'en ai 3 comme ça. J'ai mis l'emblème de 2010, conquête de la Coupe Stanley, et je vais me retourner pour honorer mon capitaine. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, Oh oui, on- très, très bien, Ah, très oui, bien. Oui, oui. Mon Jonathan capitaine. Toews. Et quand je suis allé voir les Blackhawks en finale contre les Flyers, pardon, les maudits Flyers, oui, en 2010, la maman de Jonathan était assise en arrière de nous. Donc, ça fait partie de la famille. Alors, à la différence de Pierre, moi, je ne portais pas les couleurs des Maple Leafs. Je portais les couleurs des Blackhawks. Ouais, mais là, moi, je veux qu'on éclaire les. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Maple Leafs, ça, Pierre? Là? Pourquoi, là, les Maple Leafs? Bon, alors pourquoi les Maple Leafs? D'ailleurs, là, tu m'ouvres la porte. Ben, parce que là, faut c'est Paul qui a éclaircir retrouvé- ce point-là. C'est Paul qui a retrouvé la photo dans ses archives. Si tu veux, je vais vous le montrer, si tu veux me voir vraiment. Tu l'as peut-être effacé. Non, je ne l'ai pas effacé. Ah ben tiens, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. Tiens, regarde une série de 4 photos. Regarde ça. Est-ce qu'on peut montrer ça? Oui, mais de toute façon, oui, je pense qu'on aura le moyen d'ailleurs de bien le montrer. Ben oui, Ah. ben oui, ben oui. Ah. Je suis même en gardien de but. Avec la Ben tuque. oui, la position Ben de gardien oui. de but. Hein? Oui. Mon idole, c'était Johnny Bauer. Puis là, pendant ce temps-là, est-ce que Paul te lançait des papiers ou des roches? Non, pas de mémoire, pas de mémoire. Mon père, évidemment, était photographe, alors il nous tenait tranquilles. Mais d'abord et avant tout, c'était pour me distinguer de mon frère. Parce que Paul, tout jeune, tout enfant, tu sais, c'était Canadien, mais moi, j'aimais les Maple Leafs. Et puis, les Maple Leafs dans les années... Non, mais attends, très jeune. À la naissance. Mais d'où ça vient, puis Paul, exactement, cette allégeance à tes Blackhawks? Parce que clairement, si tu parles de ton capitaine, Oui, oui, on oui. parle de tes Blackhawks. Quand c'est arrivé? Écoute, tu n'aimeras pas l'explication, moi. OK. Mais je suis prêt à la recevoir. Il est fait On fort. va le prendre personnel. Regarde bien ce qui est arrivé.
Pierre et moi, on disputait pas 82 matchs dans la rue au hockey. On disputait 182 matchs parce qu'on jouait même l'été dans la rue. Et on était propriétaire de filets de hockey, ce qui était rare à l'époque. Oui. Pierre s'en rappelle. Oui. Alors, on était très courtisés par nos amis parce qu'on avait 2 filets de hockey. Évidemment. Mais j'avais des amis qui disaient « T'es pas assez bon pour être à l'avant, t'es pas assez bon pour être à défense, tu vas être gardien de but. Ah. C'est pour ça. Tu vois, Marc, t'aimeras pas l'explication. Et puis là, après ça, il y avait 2 chandails. Il y avait celui que tu commandais chez Eaton du Canadien ou celui des Maple Leafs que tu commandais chez Eaton. Il n'y en avait pas d'autres. Alors, ma tante, et là, Pierre, on va parler de famille, ma tante Gabrielle était une bonne tricoteuse. Et elle nous avait tricoté des vestes de laine et elle m'avait tricoté un chandail avec le bel emblème des Blackhawks. Okay? Alors, j'étais le seul à jouer avec un bel uniforme des Blackhawks, mais toujours dans les buts, Marc. Donc, c'est le manque de qualité athlétique chez les Hoods qui a fait que Paul Hood est un grand partisan. Parce que moi, j'étais le gardien de l'autre équipe. Le gardien des Leafs de Alors, l'autre le côté. seul chandail que j'avais, c'est celui des Leafs. Et j'en suis venu qu'à admirer Johnny Bauer. OK. Oui. Que j'essayais d'imiter, tant bien que mal. Alors, c'est Moi, mon gardien, Marc, c'était Glenn Hall. Et Glenn Hall. Mais par la suite, on en a eu des bons gardiens. Mais Pierre, je disais tout le temps, ton gardien, Johnny Bauer, je pense qu'il avait 67 ans, puis il était encore devant le filet. Il trichait son âge. Ouais, mais Ben oui, disons que l'absence de masque pouvait aussi vieillir les traits quand même assez rapidement à cette époque-là. Surtout Bauer, parce que Bauer, il fallait qu'il se mette la face, comme on dit, dans l'angle de tir. Oui. Inquiète-toi pas qu'il y allait quand même. Oui, je pense que ça vieillissait un peu. Mais c'était quand même les dernières très bonnes années des Maple Leafs. La dernière coupe remonte à 67. Mais il faut que je vous revienne à 71, parce que 71, c'est une dans la discussion qu'on a, et avec le petit saut qu'on fait dans la famille Hood, c'est une espèce d'alignement de planètes complètement fou, hein, Paul? Absolument. 71, c'est la Coupe Stanley que le Canadien ne devait pas gagner. En fait, tu ne devais même pas éliminer les Bruins, mais là, la série contre les Bruins, écoutez, c'est probablement la série la plus intense qu'on a jamais vue parce que le Canadien était négligé complètement. Et le facteur important, et là, Marc va être content, et moi aussi, qui a fait toute la différence, c'est l'arrivée de Ken Dryden, qui nous est arrivé de la planète Mars. Une recrue qui avait même pas... Il a gagné le trophée Conn Smythe avant de gagner le trophée Calder. Ça vous donne une idée. Alors, Pierre a raison, un alignement de planète. Et le Canadien avait fait son lit avec Rogatien-Vachon et Philippe Mire. Puis Rogatien a eu une carrière extraordinaire avec les Kings de Los Angeles par la suite. Phil Mire a été un excellent gardien, auxiliaire de très haute qualité. On n'enlève rien à ces gardiens-là, mais comme dit Paul, Dryden arrive fin de saison, il arrête tout. Et en même temps, au Québec, parce que là, moi, je l'ai vécu comme préado, Paul beaucoup plus fort que moi, qui était déjà adolescent, le Québec sort des événements d'octobre, en 70, et le Québec vit une espèce de mutation. On ne sait plus trop si on a l'euphorie du dénouement de la crise, on reste encore marqué par la crise, la montée du nationalisme. Le Parti québécois fait élire ses premiers députés en 1970 qui alertent la planète pratiquement au complet. Et Paul arrive cette catastrophe qui touche beaucoup une région qui est très chère à Marc, qui est la région du Saguenay. Oui, glissement de terrain. Absolument. Le 4 mai 1971 a été une catastrophe sans nom parce que c'était une catastrophe instantanée et inattendue. C'est pas comme la crise du verglas, c'est pas comme la pandémie, c'est une catastrophe soudaine, inattendue, innommable. Quant à ceux qui ont survécu et ceux qui, malheureusement, n'ont pas survécu. Et ce que Pierre fait comme détour est important parce que c'est intimement lié, cette soirée du 4 mai 71, funeste, à Saint-Jean-Vianney de Shipshaw, au nord-ouest de Chicoutimi, au premier match de la finale de la Coupe Stanley entre le Canadien et les Blackhawks, match disputé à Chicago.
Paul, justement, explique-nous, puis surtout, on a beaucoup de jeunes là, qui nous regardent, explique-nous ce lien, justement, qui donne des frissons, même froid dans le dos. Oui, je trouve ça important de le faire parce qu'on a lu des textes là, récemment, justement, sur le 50e anniversaire, puis on parle de ce fameux match qui aura peut-être eu une incidence, Paul, je ne sais pas comment tu le vois, qui aura eu une incidence sur le sort de certaines des personnes qui ont été affectées. Écoutez, ça donne des frissons dans le dos. Puis Pierre, je lui ai envoyé un document courriel l'autre jour pour préparer l'émission. Ouais. Il y a des gens, je vous le répète, qui ont survécu et d'autres qui sont morts et d'autres qui n'ont jamais été retrouvés par un hasard, une série de hasards. À l'époque, les matchs débutaient toujours à la même heure locale, que ce soit finale, demi-finale. Donc, à Chicago, c'était toujours 19h30, heure centrale. Ce qui veut dire que le match, ici à Montréal, débutait à 20h30. Match de série à 20h30. Et ce match-là en particulier, le premier, est allé en prolongation. C'est Jim Pappen qui a lancé les Hawks en avant 1-0 dans la série, avec un but en prolongation. Donc, on s'est couché tout le monde très tard ce mardi soir-là, 4 mai, au Québec. Mais il y avait des gens qui avaient choisi d'aller voir le match chez des amis où il y avait un bar d'ouvert à Saint-Jean ou pas loin, et ils avaient décidé d'aller voir le match soit à Chicoutimi, d'autres à Jonquière. Et soudainement, à 22h50, heure du Québec, en plein match de hockey, la Terre s'est entrouverte. Quand même que je voudrais vous l'exprimer, il faut aller voir les photos. Ouais. À un bout de rue, tout à coup, le sol s'est effondré au complet. Un immense cratère, extrêmement profond. On parlait en pieds dans ce temps-là, plus de 100 pieds, 150 pieds de profondeur. Et les maisons sont tombées une à une, enfoncées dans la glaise, emportant malheureusement les habitants qui habitaient cette portion-là de la rue. Et puis, il y avait donc des gens qui étaient absents de leur maison parce qu'ils avaient été voir le match entre amis ou en famille ailleurs et qui tout à coup ont entendu ce bruit effroyable et qui sont revenus dans l'obscurité pour voir l'enfer, c'est-à-dire un trou noir où leurs proches avaient été emportés. Innommable. Innommable. Et ce qui est incroyable, c'est que ceux qui ont fait le choix de rester ou non auront survécu ou non. Tu sais, c'est que c'est vraiment le pile ou face. C'est le pile ou face. Alors, puis écoutez, je le répète, il faut mettre ça dans la perspective de ce que traversait le Québec à ce moment-là. J'en ai une question sur cette époque-là, peut-être que ce soit Paul ou Pierre. Et est-ce que, parce qu'on sait que pendant les années 70, le Canadien n'a pas souvent été négligé, on s'entend. Avec la toile de fond aussi chargée que tu viens de nous nommer, de nous décrire, est-ce que le Canadien commençait donc cette effervescence? Je sais que longtemps, on s'est associé ou identifié au Canadien, mais est-ce que c'était les années où le Canadien avait cette effervescence et cette capacité de soulever un peuple? OK. Bien, moi, si Paul me permet de répondre là-dessus, je pense qu'il va être d'accord. Cette série éliminatoire-là a été, bang, l'élément déclencheur. Parce que à l'intérieur de la vie du Canadien, Paul, tu te rappelles, on savait aussi qu'il y avait un passage du flambeau qui allait se faire. Jean Béliveau avait déjà annoncé que c'était sa dernière saison en 1971. Son protecteur, son partenaire de trio, John Ferguson, avait aussi annoncé que c'était la fin. Chez le Canadien, on avait compris, on avait intégré des jeunes joueurs. Je te parlais de Rogie tantôt, Rogatien-Vachon, Philippe Mire. On avait intégré Pete Mavlich. On avait Yvan Cournoyer, qui est un jeune vétéran. Mais on se disait, ça ne pourra pas fonctionner tout de suite. Ça va fonctionner un de ces jours. Et arrive ce parcours du Canadien complètement fou, complètement inespéré, qui a soulevé les choses. Et là, ça me fait basculer, Paul, au 7e match. Je sais que c'est un douloureux souvenir pour toi, mais il faut vous raconter que à la mi-mai, je le vois hacher la tête. Paul, on peut prendre une pause, puis aller prendre un verre d'eau. Tu peux respirer dans un sac brun, si tu veux, Paul, tu sais, pour te remettre un peu si tu es en train d'hyperventiler. Mais arrive le 7e match, il fait chaud, hein, Paul? Il fait chaud. Puis on n'a pas d'air climatisé la plupart des maisons dans le temps. Toutes les portes sont ouvertes, puis les fenêtres sur la rue Champlain. Donc, t'entends tout. Écoute, on entend la hotte, on entend la balayeuse, on entend peu importe, tout le monde entend tout. Et ce match-là commence, Paul, 2-0 pour les Blackhawks. Ah oui, puis tard en deuxième, c'était 2-0. Avant que, et c'est curieux,
parce que je suis marié à Francine Odette, la cousine germaine de Jacques Lemaire. Coco arrive à la ligne rouge au centre. Et comme d'habitude, mon gardien, Tony Esposito, avait l'habitude de perdre la rondelle dans les lumières. C'est ça la faiblesse de Tony O. Coco déclenche un tir frappé, Pierre, entre la ligne bleue des Blackhawks et la ligne rouge, et Tony la perd dans les lumières. Oups, c'est 2-1. Oh. Et arrive le petit capitaine du Canadien. Quel joueur. Il a mérité chacune de ses 11 Coupes Stanley, vous vous rendez compte. Le Pocket Rocket en marque 2 et le Canadien bat les Blackhawks dans le 7e match. Et évidemment, là, le premier but, on s'en rappelle tous un peu moins. Mais le but gagnant, le 3e, qui a été marqué tôt. La plupart des gens pensent que c'est arrivé très tard. Non, c'est arrivé tôt en 3e période. Henry s'amène à sa façon extraordinaire. Puis tu as un jeune colosse devant lui qui est Keith Magnusson. Tu l'as connu, le regretté Keith Magnusson. Il est devant lui, mais t'arrêtes pas, Henri Richard, même si t'es beaucoup plus grand et beaucoup plus gros. Je me rappelle, Henry tasse Magnusson d'une main. Magnusson finit dans la bande. Henry coupe vers le filet, met ça dans le haut de la lucarne, comme on dit, et c'est 3-2. Et Paul, tu te rappelles le cri sur la rue Champlain. Hein? Ah ouais, hein? Partout. Complètement fou. Sur la rue Champlain. Le Québec au complet a crié ensemble pendant que moi, je m'effondrais sur la chaise. Oui, mais nos chaises de cuisine n'étaient pas solides non plus. Et Pierre, je voudrais juste ajouter un commentaire parce que j'ai écouté votre début d'émission sur le format des séries éliminatoires. J'ai bien aimé que Marc souligne le chiffre 16. Tu sais comment j'aime les mathématiques, Pierre? 16 en mathématiques, c'est ce qu'on appelle le carré parfait. Exact. 4 exposant 2. 4 au carré. 4, 4, 4, 4 donne 16. OK? Alors donc, le format est un format un peu mythique. Mais ce que j'aime de ce format-là, c'est qu'une série, pas nécessairement la finale, peut être la série déterminante pour une équipe, pour la souder et l'amener à croire dans le vestiaire qui sont investis d'un pouvoir exceptionnel. Et Pierre a souligné qu'avant qu'on parle de la finale contre les Blackhawks, cette série-là, pour le Canadien, ça a été contre les Bruins de Boston. Les Bruins étaient par 100 coudées. 24 points au classement. A permis aux Canadiens de croire à son parcours mythique. Le Canadien perdait 5-1 à Boston, avait perdu le premier match et perdait 5-1 dans le deuxième. Et les Blues les sortaient de la patinoire à coups d'épaule et tout ça. Et Bobby Orr et tous les autres joueurs des Blues ont dit 20 ans plus tard, ils nous ont démontré qu'ils étaient partis en mission pour la Coupe Stanley. Après ça, ils ont éliminé Minnesota puis les Blackhawks. Et les Blackhawks, bon, évidemment, ça fait soulever. Et pour te dire, Marc, moi, je pense que c'est vraiment là que le Canadien a bâti, plus tôt que prévu, sa nouvelle base de partisans. Et est arrivé par la suite, évidemment, les grandes époques, parce que là, tu as eu le fruit des repêchages et le fruit des petites vites que Sam Pollock a passé à toutes les équipes de la Ligue nationale, dont Guy Lafleur, dont les échanges pour avoir le premier choix à Guy Lafleur. Mais moi, je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose de très, très, très magique ce soir-là. Et en plus du but gagnant d'Henri Richard, c'est que là, par la suite, c'est le grand Ken Dryden qui a fait les arrêts. Puis je pense que vous avez tous vu la reprise vidéo, la photo de l'arrêt de Dryden sur Jim Pappen. Ça, Paul, comme crève-cœur, là, le but d'Henri, d'accord, mais Jim Pappen est un excellent marqueur, un excellent joueur d'avant. Dryden étend le bâton, sort et vient frustrer Pappen. C'est absolument incroyable. Ces images-là nous restent encore 50 ans après. Et tu as raison, parce que Pappen avait déjà les bras en l'air en train de célébrer la victoire. Et Marc, une des caractéristiques de Ken Dryden, oui, il mesurait 6 pieds 4, 6 pieds 5. Ça lui donnait l'avantage. Mais Dryden, si vous le regardez dans la vie, il a des jambes particulièrement longues par rapport au reste du corps. D'accord. Et quand il sortait une jambière, Marc, il débordait du but, donc il bloquait complètement. Son surnom, d'ailleurs, était la pieuvre. Mais d'ailleurs, Paul et Andréane, Marc, raconte ton anecdote
Quand on a refait des vieux matchs du Canadien, Paul, évidemment, on a 20 ans de différence, marquez-moi. Raconte ça. Ben, et pendant, c'est un des derniers lockouts, on refait des moments marquants à RDS et on présente des matchs. Et je suis préparé parce que j'ai pas le choix de l'être. Certains de ces matchs-là, je les analyse alors qu'ils ont eu lieu quand je n'étais même pas né ou j'étais très jeune. Alors, je fais la préparation et je sais et je connais la carrière de Ken Dryden. C'est un grand gardien, mais c'était parfois très peu orthodoxe. Il n'avait pas le style papillon que Tony O avait, par exemple. Paul, Tony O était un des gardiens techniques de l'époque. Mais Ken Dryden avait certaines habiletés, un gardien de but très intelligent. Mais lorsqu'il sortait de son filet, c'était une aventure. Et, promis juré, la seule fois où on a dû reprendre, parce que je n'ai pas été capable de me contrôler, promis juré, on a fait un segment, et lorsque j'ai vu Ken Dryden, un peu comme une tortue tomber sur sa carapace, tenter de revenir devant son filet, j'ai éclaté de rire en faisant l'analyse. On a été incapable de garder le segment. Il a fallu le reprendre au complet. Merci qu'on n'était pas en direct. Pierre n'était plus capable. Les gens dans la régie ne comprenaient pas ce qui se passait. Je n'étais plus capable. Il n'était pas capable de regagner son filet. Ça n'avait aucun C'est parce qu'il essayait de revenir à genoux, mais c'est là qu'il avait l'air d'avoir des jambes bien trop longues. Oui. Et là, Paul, il avait l'air, même pas de Fern, il avait l'air d'une véritable pieuvre sur la glace. Ça avance pas très fort. Les ventouses n'avaient aucune traction. Alors voilà, mais Ken Dryden, dont je salue évidemment la grande carrière, là, ça n'a rien à voir avec le respect que j'ai pour l'homme. Bon, écoutez, on ne veut pas vous inonder avec nos histoires de famille. Non. Je vous laisse la place, parce que là, tu as parlé de Fern. Oui. Il y a plein de choses que vous voulez certainement discuter avec Paul et des anecdotes. En tout cas, je vous laisse ça. Andréane. Mais en même temps, là, quel beau cours d'histoire pour quelqu'un de ma génération qui trouve que des fois, le Canadien est dur à aimer. Je vais vous le dire, là, parce que moi, j'étais jeune la dernière fois que le Canadien a gagné. Le 93, là, j'avais encore 7 ans à cette époque-là. Puis, Paul, toi qui es un amateur de sport, un amateur de hockey, est-ce que tu les trouves durs à aimer par moment, le Canadien? Ben, ils font rien pour se faire aimer, excusez l'expression, mais c'est pas une petite affaire que pour la première fois en 112 ans, le grand club du Canadien de Montréal n'ait pas eu un joueur québécois, ne serait-ce que pour passer l'eau au bout du banc. Alors, ils ne font rien pour se faire aimer, et je pense en tout cas, et là, je suis sévère, mais moi, je suis plus distant que vous, étant donné que c'est pas mon équipe, je suis capable de la regarder d'ailleurs. Vous ne pouvez pas, Andréane, Marc, Pierre, gagner une Coupe Stanley, qui est le trophée le plus difficile à gagner de tous les sports professionnels. Le chiffre 16, gardez ça à l'esprit, en tête. Vous êtes en mission ou vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas gagner ce trophée-là si vous n'avez pas un sentiment de cohésion et de famille. Les 3 coupes des Blackhawks, 2010, 13 et 15, ont été gagnées par un sentiment de famille. Ça commençait par Coach Q, Joel Kenville en arrière. Notre grand 4, Keith et Seabrook à la défense, Taves et Kane en avant. On ajoute après le 5e as, Marian Hossa, et après ça, vous allez chercher des joueurs comme Perry, puis après ça, vous allez chercher des joueurs comme Eric Stahl, ou encore comme Toffoli, avec ceux qu'on a eu, nous autres, Bickle, Troy Brower, Dave Bolin. C'est de l'extra, mais c'est, voyez, la cohésion. Il faut croire que vous avez... Le Lightning a réussi finalement à le faire. N'oubliez pas ça. Comme les boys. Même chose que les boys. Ouais. C'est la même chose. Mais Paul... Le mantle. Ouais, le mantle. Mais Paul, laisse-moi faire le lien alors, parce que là, tu viens de parler des boys, Andréane. Oui. Je viens de t'écouter faire la nomenclature des forces et du noyau des Blackhawks et de parler du Canadien. Entre gardien, Fern, t'as même pas parlé de goaler. C'est vrai, c'est vrai. Ben, écoutez, on était tellement forts, les Blackhawks, 2010, qu'on a gagné avec On n'avait pas besoin de gardien de but en 2010. On a gagné avec Antti Niemi. Contre Michael Layton. C'est vrai. Ben, il est encore pire, Michael Layton. mais écoutez, meilleur, parce que j'ai bien aimé l'anecdote de Marc Denis. Moi, il y a un gardien avec lequel on n'a pas eu pas très longtemps à Chicago, mais moi, en tant que gardien des Boys, comment je dirais bien ça? Je m'identifiais à lui parce que Marc parlait du retour dans les buts à 4 pattes de Ken Dryden. Le pire, quand il tombait à terre, incapable de se relever par fatigue, c'était Ray Emery. Le pauvre Ray,
Le pauvre Ray était capable de grandes prouesses. Le problème, c'est que quand il était à bout, après 3-4 arrêts à bout portant, il était capable de se relever. Puis là, je disais, c'est un peu le style de Fern, ça. Ray Emery, Marc. Alors, c'est ton inspiration pour le rôle de Fern, mais Paul, je sais que l'anecdote, elle a été racontée souvent, mais pour moi, elle est savoureuse. Comment est-ce que Paul Oud est devenu Fern sans jamais avoir gaulé avant? Exact. J'ai menti. Il a menti, c'est tout. Toute la ligne, le producteur des Boys, Richard Goudreau, m'appelle. As-tu déjà gardé les buts? Oui. Dans la rue! Ben oui, dans le fond, t'as pas tant menti. Dans la rue? Dans la rue? Non, j'ai pas dit dans la rue. Alors, j'ai dit, je me suis rendu Bantam. C'est pas vrai. Ensuite de ça, il me dit, ben écoute, on a un camp d'entraînement au Collège Notre-Dame. Parce qu'il dit, il est important de se tenir sur ses lames pour le tournage. Et il dit, on voudrait utiliser le moins souvent possible le gardien auxiliaire, qui était pour moi, je veux dire, j'étais orgueilleux, je voulais pas. Et puis, de toute façon, il dit, on a besoin de toi dans les buts pour les vraies scènes parce que Fern s'en fait marquer pas mal. Pas fin. Alors, j'ai été me louer un équipement complet de gardien de but et je me suis rendu à l'aréna de Terrebonne l'après-midi en secret. En cachette. Il a loué de la glace. Le loup à glace en cachette. Oui. Ça se peut pas. Il me disait, ben, attendez, monsieur Hood, la Zamboni va passer, là, puis après ça, vous pouvez sauter. Fait que là, je sautais sur la patinoire vers 4h, 4h30. Puis pendant presque un mois, je suis allé tous les jours. Et là, j'ai appris à d'abord enfiler mon équipement de gardien de but. Puis après ça, j'ai commencé à faire un petit saut sur la glace. Puis après ça, j'ai raffiné. Écoute, Marc, je t'ai rendu à la fin. Je patinais par en arrière, patinais par en avant. Quand même, Fait que quand même. Quand même. Mais j'ai pas reçu un seul tir, Marc, encore. Pas un. Donc, t'as pas effectué plus d'arrêts avant qu'après le début du tournage de la série. Non, je savais comment m'habiller. Il y a déjà une chose. Deuxièmement, je savais comment patiner par en avant, patiner par en arrière. On arrive au Collège Notre-Dame et Richard Goudreau aligne 10 boys et des gars de la technique à la ligne bleue avec 10 rondelles. Là, il dit, OK, on y va en rafale. Tu sais, pas. J'en arrête 7 sur 10, dont un dans la mitaine comme ça. Ah! Ça s'appelle, Marc, la chance du débutant. C'est clair. Ça s'appelle en anglais beginner's luck. Ouais. Beaucoup de golfeurs, dont mon frère Pierre, ont commencé comme ça. C'est vrai? Ouais. Beaucoup de golfeurs. Mais après ça, Pierre, une couple d'années après, lançait ses bâtons lorsqu'il voulait... J'ai été bien meilleur à ma première partie qu'à ma dernière. Et là, j'en arrête 7 sur 10. Et Richard Goudreau, qui était en patin, ici, il devait te faire un tir, il s'approche et il dit, t'as le rôle. Mais ça a été marquant. Les Boys, mais Fern, à quel point tu t'en fais encore parler aujourd'hui, Paul? Parce que ce film-là, je dis ce film-là, il y en a eu plusieurs, cette série-là a traversé les époques. C'est encore bon aujourd'hui, les Boys. Mais t'as pas idée, Andréane, t'as pas idée. Vraiment. Je peux être n'importe où. Hey, le pire de tout. Je suis avec ma femme et mon fils aîné. Nous sommes dans la grande cathédrale. Écoutez, on est en Toscane. On est à Florence, dans ce qu'on appelle le Duomo. Ouais. La cathédrale, écoutez, c'est d'une beauté sans nom, avec un immense dôme, ce qui fait que quand vous parlez d'un côté, on vous entend de l'autre côté à cause de l'effet parabolique. Je suis avec ma femme, mon fils, et on se parle très, très, très à basse voix, puis tout ça. Puis on est sous le dôme à Florence, en Italie, et en Toscane, et on entend « Hey, Fern! » Et dans le dôme, ça s'est transmis partout. Tout le monde a fait un saut. Alors, il y avait un Québécois avec sa femme qui était là, qui m'a reconnu et qui a lâché un Fern dans le dôme. Wow! Mais si vous me permettez une anecdote, Ben oui. Marc le sait, le fan numéro 1, enfin, un A, un B, un C, Un des, ouais. de Fern et de Paul, c'est Bob Hartley.
Alors, d'ailleurs, Bob faisait son tournoi de golf. Il a invité Paul en Fern à venir parler à ses invités. Et il n'y a pas si longtemps, en marge du championnat du monde de hockey, l'équipe de la Lettonie étant dirigée par Bob Hartley, je place un coup de fil à Bob pour lui demander, il était chez lui, évidemment, en Russie, et je veux qu'il nous donne un peu un aperçu de son alignement pour qu'on prépare nos notes. Et Bob, évidemment, avec son langage très particulier, dit... Écoute, j'ai pas d'alignement sérieux à te donner. On est pour l'instant tellement dégarni que c'est même pas un alignement de ligue de garage. Il dit, d'ailleurs, j'ai tellement pas de gardien de but, demande donc à Fern s'il viendrait garder les buts pour la Lettonie. Alors, j'ai dit, je vais lui faire le message. Très Alors voilà, bon. Paul, si ça te tente d'aller à Riga, passer 2 semaines. Je dis pas Rigaud, là, je dis Riga. Ah oui, c'est pas pareil. C'est bon, t'as le poste avec Bob Hartley et l'équipe nationale de la Lettonie. Voilà. Oui, mais je vous rappelle que Bob, dans un match que vous faisiez d'ailleurs, avec les Trashers d'Atlanta. Tu te rappelles, Pierre, la semaine où les Trashers, je pense, avaient perdu 4 gardiens. Ils n'avaient même plus leur gardien du club école. Et Bob avait dit en ondes comme ça, prendrait Fern. Donc, c'est pas la première fois qu'il prendrait Fern. Paul, c'est arrivé une fois à Calgary. Bob avait plus de gardien non plus. Il m'a regardé, puis Bob m'a coaché dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale aussi. Et je commençais, c'était peut-être, je sais pas, ma 3e saison, j'étais entre les bancs à Calgary, il m'a regardé, il m'a fait signe, t'es-tu prêt à gauler? Alors, je pense que, un duo Marc Denis et Fern, là, j'aurais aimé ça voir ça, moi. Hey, moi, je vous donne un tuyau parce que le temps avance. Oui. Je veux que vous parliez, parce que moi, je ne veux pas le faire, c'est mon frère, je connais ses histoires. Je veux que vous parliez de la plus... Tu sais, tu parles des revirements au hockey, ou au football, une interception, un ballon échappé. Moi, pour moi, le plus grand revirement en 60 quelques années de vécu aux côtés de mon frère, c'est quand mon frère a dit un matin, je m'en vais m'acheter un motorisé, et je m'en vais me promener en motorisé, et je vais aller stationner mon motorisé dans des terrains à travers l'Amérique. Je ne suis pas tombé en bas de ma chaise, je suis tombé en bas de la maison. Pas tellement compliqué. Alors, je vous laisse lui poser les questions parce que moi, je suis sans mots. C'est pas tellement compliqué. Ben, ça a commencé comment, Paul? Je sais que tu es un amateur de beaucoup de choses dans la vie, y compris de voyage, mais pourquoi le motorisé? Ben, ça a commencé il y a 6 ans d'abord. Puis là, si on m'avait dit un jour que j'étais pour être le porte-parole de la Fédération québécoise de camping et de caravaning, j'aurais fait comme Pierre, j'aurais dit, ben voyons donc, voyons donc. Alors, ça a commencé par... Un soir, je tombe sur une revue et c'est Guy Mongrain, qui est un grand amateur de caravaning, qui écrit un beau carnet de voyage. Il dit en une phrase, la beauté d'être dans cette petite autocaravane ou sous sa tente, c'est qu'on est dans ses affaires. Et j'ai dit, mais ma foi, ça a du sens, ça. On peut apporter nos choses, on peut dormir sur nos oreillers, dans nos draps, prendre notre douche dans notre douche et tout ça. Ça a commencé par un intérêt comme ça. Et ce que j'ai fait, et je le recommande à tout le monde qui veut peut-être s'initier, j'ai loué pendant 4 ans. J'ai loué pendant 4 ans des motorisés pour voir si j'aimais ça. Et c'est devenu, écoutez, une véritable passion. C'est On the Road, comme Jacques Kerouac l'a écrit, le fameux livre de toute une génération de baby boomers, On the Road. Et l'escapade, j'aime mieux le terme anglais, le road trip, c'est fantastique. Je suis allé voir un match des Red Sox à Boston avec mon motorisé qui était stationné dans le stationnement du Fenway Park. J'ai fait ça à d'autres stades, au Centre Canadian Tire à Ottawa. Imaginez-vous, vous soupez dans vos affaires, vous pouvez utiliser la douche avant d'aller voir le match et vous êtes au tailgate dans votre maison. C'est génial. On apporte sa maison avec soi. Avant que Pierre termine avec la question ultime, moi j'en ai une et c'est pour mon plaisir coupable. Paul, je te le dis, ça sortira pas d'ici. OK. Mais ça fait longtemps qu'on travaille ensemble maintenant, Pierre et moi. On s'apprécie beaucoup. Mais là, les histoires, je les ai toutes entendues. J'aimerais ça d'en avoir une sur Pierre, puis il écoutera pas, là. En as-tu une bonne? Parce que là, il vient de nous raconter que c'est un revirement de situation complet. Est-ce qu'il y en a une Et là, anecdote est-ce comme que ça tu en sur veux une Pierre? bonne qui concerne le hockey ou... Peu importe. Et si ça ne concerne pas le hockey, encore mieux. Ouais, J'aurai évidemment. plus d'utilité avec cette Je histoire. vois venir mon voyeur, mon écouteur, mon jouisseur de partenaire qui adore me placer sur la sellette. Écoute, je vais t'en compter une, mais moi, je suis pas fier de mon attitude.
j'ai commencé ma carrière dans l'Outaouais, à une station qui était CKCH à Hull. Et Pierre était jamais loin parce qu'il avait le talent, de toute façon, pour le faire. Il disait, quand tu quittes une place, moi, je vais aller te remplacer à l'autre. Et c'est ce qu'il a très bien fait, d'ailleurs. Alors, un dimanche soir, il faut remonter dans l'Outaouais parce que je travaille comme animateur du matin très tôt. Et Pierre dit, moi, te conduire, moi, là-bas, puis dors dans l'auto. Déjà, il dit, tu vas être bien en arrière. Dans ta pacer. Une pacer. Dans l'aquarium. Dans un aquarium. Aïe, aïe, aïe. Alors, Pierre, il dit, écoute, moi, ton chauffeur, tu vas pouvoir dormir et prendre l'avance sur la route 417 vers Ottawa. On arrête à Ville-Saint-Laurent, à une station d'essence, et Pierre oublie de remettre le bouchon du réservoir. Et tout à coup, je me réveille à peu près à Castleman. Une demi-heure. Et je lui demande, as-tu remis le capuchon du réservoir d'essence? Et là, vous auriez dû voir mon frère qui est au volant en train de s'effondrer parce qu'il n'est pas sûr. Il s'en rappelle pas. Mais moi, moins il s'en rappelle, moi, je sais qu'il l'a pas fait. Et là, moi qui est sur le détail, trop d'ailleurs, je ne ferai pas ça aujourd'hui, je lui fais sentir à quel point, Marc, à quel point tu es un irresponsable de ne pas avoir remis le bouchon du réservoir de ma pacer. Je l'ai fait tourner, on a fait un autre presque 50 km. Et au fur et à mesure qu'on approchait de la station, mon frère était blanc, comme mon chandail. Là. Non. Je ne peux pas croire que vous êtes retourné. Non. Oui. Et il regardait, il regardait. Écoute ça. Le petit bouchon était sur le réservoir. Et on s'approche, et le bouchon était là sur la pompe à essence. Non. Et il court dehors. Il n'avait même pas immobilisé le véhicule. Ah, c'est correct. Et il le remet, il revisse le bouchon. Et moi, je fais tout à coup, bon, ben c'est correct. Et je me rendors. Oh non! Alors, voilà. Ça fait. Alors, j'en ai mangé pendant 50 km aller, 50 km retour. Et quand j'ai retrouvé le bouchon, monsieur a ronflé jusqu'au pont qui traversait. Et Paul, tu es arrivé à l'heure pour être en onde? Ah oui, il n'y a pas de problème. Puis je suis arrivé, j'ai pu me coucher, tout ça. Mais j'ai jamais vu vraiment quelqu'un aussi blanc que Pierre ce soir-là. Aujourd'hui, évidemment, je n'aurais plus ce pouvoir sur mon frère. Ah non, ben ça fait voilà, c'est noté. Oui, c'est ça. Tu viens de donner des idées à mon partenaire. Oui. Alors, Marc, oublie pas, tu peux utiliser la pression sur Pierre. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai la manipulation à bon escient. Oui, j'ai la flagelle facile. Voilà. J'ai l'auto-culpabilité facile. Wow. Ça, je m'en rends compte. Ça passe trop vite. Paul, en terminant, comme on offre à tous nos invités, est-ce qu'on pourrait inviter nos gens à contribuer à une cause qui t'est particulièrement chère? Moi, j'ai une cause qui me tient très à cœur, qui est la fondation David Chiasson. Le docteur Chiasson, Jean-Pierre, est un spécialiste des dépendances. Dépendance aux drogues, dépendance à l'alcool, dépendance aux jeux, dépendance à toutes les formes de dépendance. Et c'est un établissement qu'il a fondé, Nouveau Départ, qui a sauvé de nombreuses vies. Alors, si on peut contribuer un petit peu à la fondation David Chiasson, je serais très heureux. Ben, le message est lancé et c'est ce que nous allons faire avec plaisir à ma parole. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Je vous le laisse. Andrea? Écoute, juste merci. Moi, j'en ai un. Quel beau voyage. Je prends les devants. Moi, je prends les devants rapidement. Oui. Andréane a travaillé avec moi au 98.5. Mais Andréane, tu as fait un excellent choix. Tu es allé pour l'argent à RDS. Andréane, oui, peut-être pas tout le monde, là, mais... ben, je suis passée de Paul à Pierre, tu sais, quand même. Oui, mais Andréane, je savais que tu étais bonne, je le savais. Mais maintenant, c'est confirmé à RDS. Et s'ils avaient plus d'argent, à RDS, t'en donnerais plus, mais tout est donné à Marc Denis et à Pierre Roux. Mais pour cette intervention, pour nous devancer et pour tout ça, ben... Merci énormément parce que c'est un cours d'histoire, c'est une bonne pointe d'humour aussi
Et c'est de l'excellent matériel pour le reste de ma vie professionnelle. J'en serai toujours reconnaissant, Paul. Merci, mon frère. Un autre cadeau empoisonné. Puis je peux pas croire que vous aurez pas fait d'imitation les deux ensemble. C'est vrai! On peut pas se laisser de même. On peut-tu finir avec ça? Je savais pas. Est-ce que c'est correct? Est-ce que... Bon, ben écoute, Paul, fais René, je vais faire Gilles. Et la grande remontée de 5-1 où le Canadien perd à Boston. Frank Mahovlich, sur une passe de Jacques Lemaire absolument incroyable, mais ça, c'est ça. Lemaire qui s'avance maintenant, les Bruins sont complètement désorganisés. Et de Lemaire, et voilà que c'est 7-5. Le Canadien perdait 5-1 au milieu de la deuxième. Gilles. Eh bien oui, on a vu encore une fois tout le talent d'un Lemaire. Un mélange d'expérience et de fougue. Et Lemaire qui a préféré entrer sur le côté opposé pour améliorer son angle de tir. Ça me rappelle un de ses exploits un soir contre les Pingouins à Pittsburgh. Ou bien encore était-ce à Los Angeles contre les Kings. Hey, merci, vous êtes parfait. Vous êtes parfait. Salut, mon frère. Bon caravaning. Et puis, ben, va-t'en en caravane à Riga. Bob t'attend. Salut à vous trois. Salut, Paul. Merci Salut, beaucoup. Paul, merci. Non, mais rappelle-le, Bob, je suis prêt à y aller. OK, bon. Salut. Salut. Hey, un gros merci, Paul. C'était vraiment très... Un beau moment familial et un moment de la famille de ma parole. Mais là, tu sais que t'es pris pour nous faire des imitations. Moi, je t'en fais quelques-unes, des fois. Oui, mais c'est jamais public. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Paul s'est fait découvrir en 1975 par son talent d'imitateur. C'est un de ses très bons amis qui savait que Paul, et d'ailleurs, l'imitation de René Le Cavalier, de Garneau et tout ça, ça, c'est depuis notre enfance. Okay. Ça, je vous le dis tout de suite, là, c'était déjà nos idoles quand on avait 7, 8, 9 ans. Mais Paul c'est de la reproduction autant que l'imitation, dans le fond, parce qu'il y a un peu de respect. Absolument. Puis, tu sais, dans Baignoire, j'entendais Paul décrire des matchs de hockey, puis moi, je faisais la même chose dans la chambre à coucher. Moi, c'était plus le côté variété, peut-être. Je suis un grand fan de Jean-Pierre Coallier, exemple, à l'époque, qui était le premier à animer une émission du matin, bien avant Salut, bonjour. Ça s'appelait Métro Matin, dans les années 60. Et donc, on avait déjà cette espèce d'oreille, d'œil caricatural, une espèce de don pour faire des imitations. Mais Paul a été, mais vraiment, et même Jean-Guy Moreau l'a admis, il a été le premier à imiter le maire Drapeau. La plupart des gens imitaient Jean Drapeau sur ses tics, sur son caractère bouillant, puis sur sa drive, comme on dit. Paul l'imitait, la voix, parfaitement dans les années 70. Et Paul étudiant à l'université, et moi aussi, mais Paul faisait des spectacles étudiants, ce que moi, je ne faisais pas. Et ces spectacles, c'était des imitations de gens qu'on n'entendait pas. Garneau, Le Cavalier, Raymond Lebrun et compagnie, Henri Richard, beaucoup d'athlètes, et le maire Drapeau. Et un de ses amis, qui collaborait à CKC en écrivant des questions quiz pour une émission de radio, a dit au directeur de l'époque, Pierre Robert, « Écoutez, vous devez absolument écouter ce gars-là, c'est incroyable. » C'était la mode des humoristes en ondes et tout ça. Ouais. Et Paul a eu son audition. Il a commencé les nuits de fin de semaine et comme il l'a raconté, il a été tout de suite engagé dans le réseau pour aller à temps plein dans l'Outaouais. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première occasion, la nuit de fin de semaine, en remplaçant Paul. Donc, moi, j'étais deuxième, Marc. Ouais, ça ne me tentait pas d'être deuxième, tu vois ce que je veux dire? Absolument. Alors, tu sais, Henri, ça a souvent été le frère de Maurice. Pierre a souvent été le frère de Paul. Ouais. Alors, moi, j'ai choisi de faire autre chose, mais ça a toujours été une espèce de lien commun qu'on a dans la famille. Mais, tu sais, je trouve ça quasiment de valeur parce qu'il y a une belle complicité. Tu sais, aujourd'hui, il n'y a pas de 1 puis de 2. Non, vous avez fait chacun vos chemins. Oui. Puis, la complicité, je la trouve le fun. C'est la première fois, Pierre, quand même, ça fait 11-12 ans qu'on est ensemble. C'est la première fois là, que tu les vois ensemble. Oui, bien, outre à l'extérieur de la patinoire. Là, on a toujours été un peu très respectueux, peut-être trop, de chacun son terrain. Ouais. J'ai été brièvement le patron de Paul. J'ai trouvé ça très difficile d'être son boss. Parce que tu es plus exigeant parfois. Parfois, les gens pensent que tu l'es pas assez. Ouais. Alors, disons que le parcours a été parfait. Et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, comme vous venez de le voir, on le fait avec beaucoup de plaisir. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, nos coups de cœur.
Coup de cœur de la semaine. Coup de cœur de la semaine. Moi, je donne un coup de chapeau, mais multiples coups de chapeau aux partisans des sénateurs d'Ottawa. C'est une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux. Vous irez voir sur mon Twitter si ça vous intéresse. Tim Stutzla, qui est à sa première année avec les sénateurs, a marqué son premier tour du chapeau dans les derniers matchs de la saison. Et au lendemain de ça ou le surlendemain, les enfants du voisinage sont allés lancer des casquettes dans la cour arrière de la maison où habite Tim Stutzla. Une dizaine d'enfants pour une vingtaine, trentaine de casquettes. Il y en avait vraiment beaucoup. Et Tim Stutzla habite chez Brady Tkachuk avec Josh Norris. C'est une belle gang ensemble. Ouais, ça doit être beau. Parce que Brady Tkachuk loue la maison de Mark Stone, qui est maintenant rendu à Vegas, parce que Brady habitait chez Mark à l'époque. Mais les petits-enfants qui lançaient des casquettes pour Stutzla avaient pour la plupart des T-shirts de Brady Tkachuk sur le dos. Alors, je trouve ça magnifique. Et comme le Canadien, les sénateurs ont été durs à aimer pour leurs partisans là, dans les dernières années, encore plus que le Canadien, je pense quand même qu'on peut dire. Et là, ben, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe du côté d'Ottawa au sein de l'équipe, puis de voir que ça se transmet au tout petit. Évidemment, il y a des parents en arrière de ça qui ont été complices de la séquence, mais c'était mignon comme tout. Et là, je sais qu'il va y avoir des signatures de contrat. Brady Tkachuk qui doit re-signer cet été. Je pense que là, on est parti dans le bon sens du côté des sénateurs d'Ottawa. Je trouve ça le fun à voir. Puis j'aime cette magie-là pour les enfants. Je trouve que ça apporte quelque chose de tellement magique, là, avec leur petit chandail de Tkachuk. Puis moi, je suis allée lancer des casquettes chez Tim Stutzla, puis de rencontrer ces joueurs-là qui sont quand même proches de leur communauté. Coup de chapeau. C'est pour ça que le sport est essentiel. Ouais. Et si, je vais me permettre le commentaire éditorial, c'est pas le tien, c'est le mien. Si M. Melnick peut ne pas s'en mêler, puis que Pierre Dorion ait le champ libre pour pouvoir travailler, signer les bons vétérans pour entourer ces jeunes-là, tu sais, Pierre, je l'ai dit à de multiples reprises, je les aime, les sénateurs. Je les j'aime. Là, finalement, c'est peut-être la première fois que je peux dire ça, là, mais là, j'aime la façon dont on est en train de bâtir cette équipe-là. Si on peut donner à Pierre Dorion au moins quelque part entre le plancher et le plafond. Oui, c'est ça. T'sais, si on peut au moins lui donner ça pour compléter l'équipe, ça va être une équipe, on parlait de, est-ce que c'est facile à aimer une équipe? Ça va être une équipe facile à aimer, les sénateurs d'Ottawa. Puis c'est drôle, je te fais une confidence. On a fait un des matchs... il y en a eu 6 sur 10. Un des matchs gagnés par les sénateurs contre le Canadien cette saison, où c'était particulièrement pénible pour le Canadien. À un certain moment, pendant une pause, je dis à Marc, tu sais, RDS est aussi diffuseur des sénateurs. Alors, c'est pas une question d'allégeance, d'obligation, mais le naturel faisait qu'on oubliait un petit peu les déboires du Canadien ce soir-là, le match horrible, en fait, que le Canadien disputait. Et on s'est mis un peu à le décrire, à l'apprécier, beaucoup plus de l'angle des sénateurs et des jeunes joueurs, parce que tu aimes le hockey d'abord et avant tout, et tu te dis « Wow, cette équipe-là, ça va être extraordinaire ». Plus tôt que plus tard, d'ailleurs. Ah oui, puis j'aime beaucoup la confrérie qu'ils sont en train de bâtir. Là. Je vous disais, Norris, Stutzla habite chez Brady Tkachuk, mais Pinto habite chez White, puis Bernard Ducker habite chez Chabot. En tout cas, ils se sont arrangés vraiment une belle gang de boys ensemble cette année. Puis j'espère aussi que DJ Smith aura sa chance de continuer à grandir avec cette équipe-là. Il arrive à sa dernière année de contrat. Je pense, personnellement, qu'il a mérité une prolongation de contrat. On verra là, tout ce que messieurs Dorion et Melnick nous réservent pour les prochaines semaines, prochains mois, mais je pense que ça augure bien pour cette équipe. Puis on a eu beaucoup de plaisir à les suivre cette année. Je suis convaincue que si mon collègue David Arsenault était ici, il dirait la même chose, là, parce qu'on se partage les matchs. Vraiment, là, ça augure bien. Puis j'aime voir les partisans qui embarquent dans cette vague-là aussi du côté d'Ottawa. C'est correct de voir ça avec nos yeux d'analyste, mais c'est pour eux aussi que c'est important. Ça a été une drôle de saison. Ils n'ont pas eu accès à leur équipe. Et malgré tout, là, de voir ces jeunes-là célébrer le succès de Stutzla. C'était le voisinage, évidemment, là, des joueurs là, qui se sont arrangés avec Brady Tkachuk, mais je trouvais ça très beau. Moi aussi, je les aime, les sénateurs de Canada. Alors, mon coup de cœur de la semaine. Écoute, au moins, ils ont refait l'infrastructure routière. On s'y rend plus facilement et on y revient plus facilement. Mais on est d'accord que ça prendrait éventuellement un pied à terre près des hôtels, près dans la ville. Ou un motorisé dans le stationnement. C'est ça, Paul nous l'a dit. Oui, mais disons que près du marché Bail puis du Westin, là, ce serait peut-être mieux. Quel beau coup de cœur, Andréane. Merci, c'est vraiment très, très beau. Marc? Je reste dans le sport. Après avoir semé le mois avec ma pizza hawaïenne, je ne franchirai pas cette ligne cette fois-ci. Je ne briserai pas les conventions. En fait, c'est un coup de cœur qui est rassembleur. Je veux saluer ce que le Lightning a fait au début du mois de mai en alignant, pour son premier match dans la Ligue nationale de hockey, Daniel Walcott,
sur un trio, au sein d'un trio, pour amorcer le match, en compagnie de Mathieu Joseph et Jamal Smith, devenant ainsi le premier trio de joueurs de couleur noire rassemblés pour amorcer la rencontre. Je sais que les Golden Knights of Vegas l'ont fait aussi à un certain moment. Mon coup de cœur vient peut-être, oui, effectivement, du geste que le Lightning a posé, mais des commentaires d'après-match de John Cooper qui a dit « Aujourd'hui, je suis fier de célébrer cet événement et j'espère vivre dans un monde où on n'aura plus à célébrer ce genre d'événement parce que ça va être devenu une forme de normalité. » Je crois que le hockey, le sport peut être rassembleur. C'en est un autre bel exemple. Alors, je vais être beaucoup plus conventionnel, mais honnêtement, ça m'a touché. Puis j'ai vraiment apprécié les commentaires de John Cooper. C'est un des entraîneurs qui est très intéressant à écouter parler. Absolument. Et ça ne nous étonne pas de l'entendre être aussi éloquent dans une situation comme ça. Non plus. Mais dans un contexte. Oui, mais cette fois-là, on n'avait pas besoin d'aller plus loin dans le commentaire. C'était tout. Oui, je le célèbre aujourd'hui, puis je suis fier de le faire. Puis si je vis dans un monde où on n'a plus besoin de célébrer ce genre d'événement-là, on aura fait un pas en avant. Alors, c'était mon coup de cœur de la semaine. Non, mais c'est vraiment très beau comme coup de cœur. Puis, tu sais, le Lightning, tu as été brièvement à Tampa Bay. Ça n'a peut-être pas été le meilleur moment de ta carrière à cause de ton entraîneur. Oui, mais c'était pas les meilleures années non plus. Oren Koulis, Len Barry, les propriétaires, c'était le bordel. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord. S'il y a une concession, parce qu'on regarde comment elle est sortie des sentiers battus, en faisant confiance, par exemple, à Julien Brisebois, en faisant confiance à des Martin Saint-Louis, en donnant les clés de la ville à Vincent Lecavalier. Ils ont tous en commun de ne pas être de souche floridienne ou de souche américaine. C'est peut-être pas étonnant que cette équipe-là soit celle qui ait innové de la sorte ou qui ait passé un message aussi fort. Évoluer, c'est aussi avoir une ouverture d'esprit. Alors, pour moi, les deux vont de pair. Je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas surpris que ça vienne de là. Puis je ne suis pas surpris que le hockey, qui est un sport, on sait, que ses traditions conservateur, qu'on soit quand même capable au niveau du hockey d'évoluer. C'est pas vrai que c'est l'affaire des dinosaures. Ça nous remonte à un de nos épisodes précédents. Hein? On avait parlé du sport et du rôle que peut jouer le sport. Ça, c'en est une très, très belle preuve. Dans un sport qui, historiquement, n'a pas fait la place ou n'avait pas l'occasion de faire la place à des Noirs ou à des gens d'autres origines. Bon. Écoutez, moi, mon coup de cœur n'aura rien à voir avec le sport parce qu'on me pose tellement souvent la question. Je vais vous parler du gala Artis. Oui. Oh oui. Bon. Oui. Toi, tu veux aller potins juteux tout de suite. Tu veux les potins juteux, je le sais. Oui, on est attentifs. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, je suis très touché parce que c'était ma 20e nomination. Alors, c'est quand même un beau chiffron. Bravo, oui. Mais c'est pas pour ça que je vais vous en parler, parce que, comme vous le savez, je l'ai gagné une fois, puis la fois que je l'ai gagné, il n'y avait pas vraiment de concurrent, entre guillemets. Alors, j'ai un peu gagné par défaut. Et les gens me demandent tout le temps, mais t'es pas tanné, puis tu vas appeler. T'es comme Suzanne Lucci, la comédienne américaine de soap opera. Elle est rendue à 49 nominations pour les Emmy, puis elle gagne jamais. T'es comme d'autres comédiens ou comédiennes qui gagnent pas parce qu'on est de ce côté-là, Et j'explique à tout le monde que ça n'a plus aucun rapport pour moi. Et je le dis très, très honnêtement, parce que j'ai appris à avoir mon coup de cœur une fois par année dans les coulisses du gala. Pas pour regarder les toilettes, les robes, les courants couturiers, pas pour voir qui porte la cravate dernier cri ou qui en porte pas. Est-ce qu'il y en a qui portent des souliers pas de bas? Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas tout à fait ma tasse d'été. Mais tu avais des bas dans tes souliers. J'avais des bas dans mes souliers. Et ta cravate était droite. Oui, apparemment, m'a-t-on dit. Je fais attention, je te dis. Non, mais Marc peut en témoigner peut-être plus que toi, Andréane, à cause de toutes les années qu'on a ensemble. Moi, j'ai toujours pensé que je faisais de la télé, pas de la télé sportive. Mm-hmm. Marc est un ancien gardien, comme des anciens entraîneurs qu'on a chez nous et tout ça. Moi, je suis d'abord et avant tout un enfant de la radio et non pas un enfant de la télé. Je suis un communicateur qui a eu un peu de talent, j'imagine, pour décrire du hockey et du sport. Donc, moi, j'ai toujours pensé, en me levant le matin, je fais de la télé, avec tout ce qu'il y a d'exigeant en forme et en fond. Quand je vais là, dans les coulisses, mon plaisir, c'est de retrouver les gens de notre industrie, mais qui ne font pas du sport et que j'ai eu le plaisir de côtoyer au fil des ans. Si elle était ici, et son conjoint, je vous expliquerai pourquoi il est impliqué aussi. Si Céline Galipeau était ici, elle dirait « C'est notre plaisir à nous deux. » Une des premières personnes vers qui je vais tout le temps, c'est Céline. Et là, on discute. Et le conjoint de Céline, qui est Jacques Bissonnet,
le reporter à Salle des nouvelles de Radio-Canada, a été le nouvelliste de ma première émission de nuit à CKAC. Imaginez le lien qu'on a ensemble. Et quand je termine avec Céline, je vais avec Patrice Roy. Cette année, avec Gérald Filion, qui était en nomination pour la première fois. Ouais. Tu te retournes, Marc Messier est là. On jase de hockey avec Marc. On jase de l'industrie. André Robitaille vient parler un peu de nos vieilles années de radio. Marina Orsini, qui est gérée par ma cousine Ginette Hachin. Ben là, on a le lien familial. Alors, moi, mon coup de cœur, c'est, et je tiens à le dire publiquement parce que les gens ne comprennent pas parfois, on ne prend plus au premier degré l'obtention du trophée ou non. Peu importe comment il est distribué, on va chercher son trophée dans les coulisses du gala artiste, un petit peu, beaucoup aussi par les nombreux messages d'affection qu'on reçoit maintenant par les médias sociaux. Mais je vous prie de me croire, c'est pas de la frime, je tenais à le dire. Moi, mon coup de cœur, c'est une fois par année, d'abord d'avoir l'honneur d'être en nomination, mais de retrouver aussi nos collègues qui font ce métier-là. Et je veux conclure là-dessus. On est chanceux au Québec, en français, d'avoir une industrie aussi dynamique que celle-là. C'est vrai. Absolument. Et si RDS a pu survivre, alors qu'on lui donnait 6 mois pour survivre, il y a 32 ans, c'était pas à cause du manque de propriété. On disait, il n'y aura pas assez de monde pour faire vivre RDS, pour le maintenir en vie. Regardez comment on est devenu maintenant une plateforme extrêmement importante pour des jeunes carrières qui commencent à RDS et qui peuvent aller fleurir ailleurs. T'en es une preuve, Andréane. C'est vrai. T'as fait un parcours... sinueux, mais t'as fait un parcours média, et non pas absolument. un parcours sport. C'est Puis vrai. tu vois, t'es en train de devenir une de nos têtes d'affiche. Alors, je pense qu'il faut célébrer à la fois cet aspect-là du gala artiste, il faut aussi célébrer le fait que nous avons une industrie qui est très en Puis santé. on a des pionniers. Puis là, c'est peut-être mon coup de cœur. Là. Puis c'est vrai, t'en es un. T'en fais partie, tu viens de le dire. C'est 40 ans de métier et plus maintenant. 46. 46 ans de C'est métier. fou, ça. Paul, c'est pareil. Tu as parlé de Marc Messier. On a des pionniers qui sont là et on a une télé spéciale. On n'a qu'à se promener un peu. Bon, j'ai vécu longtemps aux États-Unis. C'est complètement différent ce qui se fait à la télé là-bas. C'est à grand déploiement. On va en Europe et on a nombre de sous-titres. Les émissions sont sous-titrées. C'est pas des productions qui sont toujours locales. Alors, on a une télé spéciale grâce à des pionniers. Puis, bravo pour ton coup de cœur. Mais c'est vraiment gentil. Mais moi, je vais vous dire une chose, c'est que là, on parle de la télé traditionnelle. Mais ce qu'on fait ensemble, à ma parole, moi, je trouve ça extraordinaire. Ça me donne le goût de continuer pendant encore 47 ans. Parce qu'on est de 3 générations, les 3 ensemble. Ben là, on est quand même assez proches. Là, C'est moi qui ai visé en premier. Hein? Oui, j'ai vu. Salut tout le monde, on se revoit. On se revoit à une prochaine à ma parole. Tiens, toi.